Bon, Monsieur Kadami, vous nous avez parlé de votre manière de voir les élections et nous la partageons au sein de la RDHD. Mais maintenant, comment voyez-vous la situation actuelle? Comment la décririez-vous, la situation actuelle du pays? Alors, là, on est à peu près plus de 40 ans que nous subissons ce régime, qui a été une des premières successions dynastiques en Afrique, parce que comme Hassan Bouled n'avait pas d'enfant, donc donc c'est son neveu qui lui a succédé, il s'appelle Ismaël Omar Guelleh, et donc le régime ne s'est pas vraiment amélioré. C'est-à-dire, en tout cas, du point de vue politique, dire que c'est en passe, c'est même un euphémisme aujourd'hui. Et que la situation est bloquée. Et tout le monde sait aujourd'hui que la situation est bloquée. Et en plus de cela, aujourd'hui, la guerre de succession, c'est-à-dire, pensant que le régime est à bout de souffle, et les appétits s'aiguisent, et aujourd'hui, ça a commencé déjà au sein même de cette fameuse élection, cette lutte pour la succession. Et donc aujourd'hui, on est dans une impasse. Et de l'autre côté, il est vrai que la situation de l'opposition n'est pas meilleure. Parce que l'opposition, comme on l'a vu, il y a une fulgurance. C'est-à-dire, à un moment donné, lorsqu'elle arrive à se mobiliser, c'est vraiment général, c'est une mobilisation générale. Mais pour que cette opposition soit pérenne, il est tellement difficile à Djibouti. Donc il y a à peu près 3 causes à j'allais dire, non-pérennité de l'opposition. D'abord, il y a la force de la répression. Vous voulez dire que la répression fait que beaucoup de gens ont peur? Beaucoup de gens ont peur. Ajoutez à cela que l'État est le seul employeur. Donc les gens ont peur aussi pour leur sécurité salariale. Ils ne travaillent pas avec 10 enfants, avec 9 enfants. Donc, ça c'est la première cause de l'atomisation, de la division, de la neutralisation de l'opposition. Oui. Ça c'est la première cause. Deuxième cause aussi, c'est la crédibilisation de ce régime corrompu par les États démocratiques, comme l'Union européenne, la France. Vous voulez dire par l'Occident, quoi, en gros. Voilà. On crédibilise un État. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas le soutien de la France au niveau de l'Union européenne, ça fait longtemps que l'Union européenne aurait aussi pris des sanctions contre Djibouti, comme il l'a fait à un moment donné pour le Togo, par exemple. Donc il y a une espèce de complicité, soit par surdité ou cécité. Ou par confort, non? Ou par confort volontaire. Toujours est-il que ça c'est une deuxième cause aussi, facteur qui fait que ce régime-là bénéficie quand même d'une certaine stabilité. Et troisième cause, et je crois que nous avons tort de le minimiser, c'est les problèmes de l'opposition. C'est les divisions internes, c'est les ambitions personnelles, c'est l'écart des programmes aussi. Par exemple, il y a certains opposants qui aujourd'hui veulent remplacer Ismaïl, ce régime-là, mais tout en gardant les privilèges claniques, sous-claniques, lignagés et tout ça. C'est-à-dire que vous voulez dire que certains opposants pourraient avoir envie de faire le même régime. Le même régime, mais en remplaçant les personnels. Oui. Donc, je pense que là, on est au cœur aussi de nos problèmes. Il faut que l'opposition puisse se regarder bien et pour trouver justement une solution. Parce que je crois que fondamentalement, c'est cela qui peut demain permettre de sortir de l'impasse dans laquelle l'opposition est. Et donc, voilà où est la situation aujourd'hui. N'empêche que on a une atmosphère crépusculaire quand même à Djibouti, et aussi bien au sein de cercles restreints qu'au niveau du pouvoir de l'IMP. D'ailleurs, tout le monde sait aujourd'hui que cette fameuse coalition aujourd'hui n'est plus stable. Oui, la lettre de l'océan Indien, dans son dernier numéro, disait que Guelleh essayait même de se séparer de ses alliés au sein de l'UMP. Absolument. Déjà, il les a neutralisés, mais là, ce n'est pas neutralisé, il est en train de les enterrer complètement. Donc, c'est les contradictions. Donc, il y a quand même 2 contradictions principales dans ce pays-là. La contradiction principale, une des principales, c'est celle qui oppose ce petit régime de plus en plus restreint et la quasi-majorité de la population. Et aujourd'hui, les conditions objectives sont là, mais
peut-être à cause des divisions de l'opposition, on n'arrive pas à atteindre ces conditions subjectives qui auraient Mais permis. est-ce que vous voyez un espoir? Parce qu'on va parler un peu de l'avenir. Est-ce que vous avez un espoir? Est-ce que vous voyez une solution? Parce que moi, je suis même au sein de la RDHD, l'équipe, on est très préoccupé par la présence de la Chine. Et on sait que la Chine ne sera pas un grand défenseur des droits de l'homme, mais qu'elle défendra ses intérêts commerciaux, ses intérêts militaires, ses intérêts stratégiques. Et que Djibouti a l'air d'être maintenant dans les mains de la Chine, qui a prêté d'énormes sommes d'argent et qui va exiger des remboursements. Avant de répondre à cette question, je crois qu'il y a une deuxième contradiction que je voulais aussi pointer, Oui. et qui dure depuis 1977 aussi, c'est que c'est la contradiction, c'est-à-dire le tout État, l'institution, l'armée, qui est employée contre la communauté afar. Donc il y a cette contradiction aussi, qui est très grave même pour l'avenir, parce qu'actuellement, ce qu'on est en train de voir, après la marginalisation politique, la marginalisation économique, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a une espèce de conquête du territoire, comme par exemple au lac Hassan, et qui est le ferment des divisions de cette population-là. Ça, c'est le jeu du pouvoir. Et cette contradiction, c'est aussi très très important parce qu'il faut avoir en vue cette perspective. Alors, est-ce qu'il y a une espoir? Oui, il y a une espoir. Tout simplement parce que 90% de la population n'est pas avec ses pouvoirs. Mais il faut que les opposants, tous les gens qui veulent changer l'avenir, doivent prendre conscience qu'il faut aujourd'hui une fabrique de réflexion. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, il faut travailler à créer un cadre de réflexion où va être élaboré un programme pour la transition. Aujourd'hui, on est dans cette phase-là. Créer un cadre qui permette une élaboration d'une transition démocratique. Et par rapport aux pays qui soutiennent Djibouti, je dirais quand même un mot de la Chine. Non seulement il ne se soucie pas des droits de l'homme, ça, on le sait, on le sait, ça on le sait, mais le problème c'est qu'au lieu d'apporter une plus-value, au lieu d'apporter un apport, au lieu d'apporter une contribution, ils sont en train de rasier les poissons de ces pauvres pêcheurs d'Obok ou de Tajoura. C'est incroyable. C'est-à-dire un pays qui est aussi riche que la Chine va empêcher ces pauvres pêcheurs d'avoir des poissons sur leurs côtes. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Donc je pense que la population djiboutienne, dans sa grande majorité, met en garde la Chine contre cette prédation. Même s'il n'a pas... nous avons notre conscience pour nous. Est-ce que ça crée des emplois à Djibouti, la présence de la Chine et le train par exemple, ou des infrastructures qu'elle construit? Écoutez, ça crée surtout des dettes. Franchement. Et aujourd'hui, tout le monde le dira, tous les économistes vous diront que Djibouti, dans une responsabilité incroyable, s'est endetté très lourdement vis-à-vis de la Chine. Et cela parce qu'ils ne se soucient pas de l'avenir, ils ne se soucient pas de l'avenir de leurs enfants. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir les commissions. Et ils ont leurs commissions. Ils se sont enrichis comme pas possible aujourd'hui. Mais je crois que il y a une autre espoir. C'est la région bouge. On ne peut pas rester comme ça. L'Éthiopie est en train de bouger, de craqueler. Et donc, Djibouti ne peut pas ne pas bouger. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui veulent le changement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, si Djibouti craquait, d'avoir une situation, comme on dit, à la somalienne? En tout cas, en ce qui nous concerne, nous ferons tout pour empêcher cela. Et nous y travaillons déjà. Je pense que il faut déjà y travailler pour empêcher un tel scénario. Et c'est possible. Et il y a aussi un espoir de changement. Non seulement un espoir de changement, mais un espoir de changement véritable. C'est-à-dire où, par exemple, cette population qui aujourd'hui crie famine, puisse quand même manger à leur faim et emmener leurs enfants à l'école et se faire soigner. Savez-vous que ce régime-là, la région de Bordeaux, il y a les Américains qui ont voté un crédit pour créer un dispensaire
à ce qu'on appelle, à l'endroit qu'on appelle Bodeta Ela. C'est-à-dire, ils ont voté les crédits, et là où ils voulaient créer, l'armée les a empêchés. L'armée djiboutienne. L'armée djiboutienne les a empêchés, et paradoxalement, c'est la région d'origine, c'est même la zone d'origine du Premier ministre actuel. Et deuxième chose, là, ça c'est un peu au nord encore de Wok, c'est les Japonais maintenant qui voulaient créer un dispensaire. Donc ils ont empêché les Japonais de créer ces dispensaires-là. Alors, comment? Quand on dit l'armée, c'est le régime qui est derrière, en fait. Non, c'est Zakaria parce qu'il dispose de l'armée, parce qu'il a refusé, c'est-à-dire il a empêché physiquement les Américains et les Japonais d'aller dans les endroits, dans les zones. C'est la raison pour laquelle. Mais l'ordre est venu, bien sûr, de la présidence, c'est clair. Mais en quoi ces enfants de l'Aassa, ces enfants de Taïla, ces enfants de Gal'ila, de Galaptissan, sont-ils coupables? De quoi ils sont coupables? En quoi ils sont responsables? Pourquoi on les empêche de se faire soigner? C'est ça le régime. C'est un régime qui crée les conditions de la mort. Très bien. Donc, en conclusion, et je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien, vous pensez, que l'opposition doit se mettre au travail pour élaborer un programme, au travers de concertations, et qu'elle doit aussi prévenir un risque de situation, je dirais, à la somalienne, de catastrophe totale. C'est bien ça. Absolument. Il est urgent. Mais qu'il y a un avenir. Il est urgent que l'opposition se mette au travail, mais véritablement au travail. Et au travail pour élaborer un programme de transition. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut qu'il soit à l'écoute de ce qui se passe dans la région, au Yémen, en Somaliland, en Éthiopie. Donc, il y a toute une révolution qui est en train de se faire dans cette région-là. Donc, aujourd'hui, chacun qui vient de Djibouti vous dira, même s'il est dans l'administration, même quelques ministres, ils vous diront, rien ne marche, tout ne marche pas. Donc, ce qui fait que ces conditions-là sont prêtes. C'est l'opposition aujourd'hui qui doit jouer son rôle, c'est-à-dire entraîner, encadrer, et c'est-à-dire préparer cet avenir-là. Et vous êtes prêt à avoir un rôle important, prépondérant, pour mobiliser l'opposition? On va jouer notre rôle, pas prépondérant, mais en tout cas notre juste rôle dans la mobilisation de l'opposition. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Merci, c'est à moi de vous remercier vraiment.